salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar man la seen mbokk Kako Jar fas yéene tey def ak live ak Métis Noir. Donc on va prendre le temps d'aller sur Facebook et d'être en live sur Facebook aussi. C'est une première que Kako Jar soit en live sur Instagram et en même temps sur Facebook. Donc si vous avez des amis qui n'ont pas Instagram, s'il vous plaît, dites-leur d'aller sur Facebook et à Kako Jar là-bas. Donc merci à Nafissa Ndiaye, Philippe Diouf, Pape Bal, déjà qui sont connectés. Merci pour votre présence. Et on va pas tarder à appeler notre invité Métis Noir. Mais avant qu'elle n'arrive, bon, je me présente rapidement. Kako Jar Yako Jar yéen a ko jar yéen ñi déjà connecté wu donc c'est un Sénégalais bu gëm boppam buy yëngu ci wàllu motivation personnelle. Je peux m'appeler coach en développement personnel ou bien en tout cas booster, mais mon métier en tout cas, je suis consultant digital et expert en stratégie digitale et en communication. Aujourd'hui, ce que je fais le plus et ce que j'aime faire, c'est la création de logos et de chartes graphiques. Du début ou bien en tout cas la refonte de chartes graphiques. Donc rapidement, qui est Kako Jar. Donc chaque samedi, j'invite quelqu'un pour waxtaanee jaar-jaaram, son parcours inspirant pour aider les jeunes et les autres à se... Hello! Hello! Comment tu vas? Je m'en rappelle le fond. Ça va et toi? Bien. Coucou à toi Instagram. Coucou à Facebook. C'est la reine Métis Noir qui est avec nous ce soir. C'est trop d'honneur. Voilà. Content nañ ci sa disponibilité. maa la gën a kontaan. On sera content en tout cas de découvrir ton parcours inspirant. Et je pense que tout le monde en sera comblé. J'espère bien, en tout cas. Persuadé. Si tu le dis. Alors, on va introduire en tout cas, juste le temps de te permettre de saluer les gens qui sont déjà connectés. Je fais une petite manip. Et tu les vois, les gens qui sont connectés? Oui, je vois Gidel Architecte, Ndarienne, Babadem. Donc, bonsoir à tous, bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux en tout cas. Et surtout, bonsoir à mes amis de Thiès. Je pense qu'ils ne vont pas tarder à rejoindre le live. Voilà, donc je suis contente d'être là et de partager mon parcours ce soir. Et j'espère que ça va vous inspirer, tout simplement. Donc, qui est Aïssatou? Alors, bonsoir à tous. Donc, alors moi, je viens de Thiès, donc comme toi, hein, d'ailleurs. Oui. Donc, j'ai fait mes études à Thiès. Là, je vis en France depuis 10 ans et à Paris depuis 5 ans. À Paris depuis 5 ans et je travaille dans l'informatique depuis 2016, voilà, à Paris. Et je vois ma tête sur une de mes anciennes photos. Où j'étais un bébé qui passait tout son temps à pleurer. Ah, affaire bu grave. Donc, Affaire bu grave. Et ton enfance, tu l'as passé où? Alors, moi, j'ai beaucoup bougé quand même parce que on vivait à Thiès. Donc, quand je suis née, on vivait à Thiès. Disons que j'ai passé 5 ans à Mboro. Fala de faire jardin. C'est là où j'ai fait voilà, le CI aussi. Du coup, voilà. Donc, comme je disais, j'ai un peu grandi dans la région de Thiès. Donc, entre Thiès, Joal, Mboro et Thiès à nouveau. Et maintenant, je vis en France. C'est simple. Très bien. Donc, on va parler de ton cursus scolaire. Donc, oui. Ce que j'ai pu découvrir, en tout cas en si peu de temps, c'est que tu as beaucoup bougé, comme on peut le savoir, avec ton père, en famille en tout cas. Non, c'est plutôt Thiès, Mboro, Joal et Thiès.
Ok. Tes premiers amis, tu les as fait où? Tes premiers souvenirs, tu les as eu où? Exactement à Mboro en fait, parce que j'ai passé 5 ans. Donc c'est là-bas où j'ai vécu, bon, pas le plus longtemps, mais en tout cas, lors de nos voyages, c'est là où j'ai passé 5 ans. Donc j'ai eu l'occasion d'aller à l'école. Donc c'est forcément en fait là-bas que j'ai rencontré mes premières amies. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'a fait en fait d'un coup se détacher de ses amis et d'aller encore se refaire de nouveaux amis? Alors c'est difficile parce qu'il faut tout en fait refaire, hein. Il faut repartir de zéro, tout refaire. Donc c'était compliqué, surtout quand nous vivions presque en fait, voilà, dans le même coin, quoi. Donc on passait en fait toute notre journée ensemble. Donc c'est vrai que ça a été dur de partir. Mais bon, après comme j'avais 5 ans, donc voilà, c'était dur en fait, juste pendant 2 ou 3 jours, quoi. Mais après j'ai oublié forcément. Ok, c'est cool. Alors, contrairement à Kakodia, bon, les gars, ils demandent de dédicace Nœud Papillon parce que je l'ai trouvé récemment. Ça, c'est mon Nœud Papillon porte-bonheur. C'est avec ce Nœud Papillon que j'ai passé mon diplôme, ma soutenance, ma dernière soutenance. Et comme vous l'avez dit, Kakodia, il a mal démarré, il a bien fini. Donc, je n'étais pas un bon élève primaire, bac. C'est un secondaire, un cycle en tout cas, c'est après le bac, quand j'ai commencé à faire la formation, que je suis venu en France, qu'elle a commencé à être un bon élève. Mais Métis Noir ou Aïssatou, as-tu été un bon élève pour le Nular comme Kakodia? Écoute, tu sais quoi, moi en fait, j'étais tout le contraire de toi, j'étais une très bonne élève. Moi j'étais toujours première de ma classe. J'étais une très bonne élève, donc voilà. Donc, j'ai pas eu, en tout cas, j'ai pas fait comme toi. Moi, je gérais bien à l'école, mais c'est surtout dû au fait que mes 2 parents étaient dans l'enseignement. Donc, forcément, j'étais un peu serrée. Mes parents me serraient un peu. Donc, bon, tant mieux, hein, parce que ça m'a servi. Donc, voilà, je les remercie pour ça. Ok. Alors, raconte-nous une anecdote, comment dirais-je, motivante que tu as vécue pendant ton cursus scolaire. Motivant. Oui, qui peut inspirer les jeunes ou qui peut les booster là, à se bouger. Alors, bon, je me rappelle de quelque chose que j'avais fait quand j'étais à l'école primaire. Donc, bon, moi, j'étais CM1. Donc, je pense que les gens veulent qu'on parle français, donc je parle français. Du coup, en fait, j'étais en classe de CM1. Et comme, disons qu'un peu, je survolais un peu la classe parce que j'avais un très bon niveau. Parce que comme mes parents sont des enseignants et puis surtout ma mère, je l'ai en fait Maïté. Du coup, en fait, comme ma mère voilà, me suivait chez moi, donc à l'école et tout ça. Donc moi, quand j'étais en classe de CM1, donc chez moi, je travaillais déjà le programme de CM2 en fait, parce que j'étais vraiment très par rapport à mes autres, par rapport à ma classe. Et donc, je me suis dit, écoute, pourquoi pas en fait participer aux examens blancs. Je ne sais pas si ça s'appelle examen blanc. Essai. Ouais, exactement. Donc, je pense que c'est les essais. Parce que essai, dañuy jël ne yow ñi nekk classe bi da ngeen di changer dañuy mélanger affaire yi jaxase ko donc sa copain bu la daan jox bagage yi day pas de chance. Donc du coup moi je me suis dit bon comme j'ai le niveau quand même des CM2 donc pourquoi pas en fait participer aux essais des CM2 donc je vais en parler à mon maître de l'époque, mais lui il voyait bien que voilà en fait j'avais pas ma place en CM1 parce que voilà j'étais vraiment je survolais la classe. Donc lui m'a dit écoute pas de problème, va juste en parler au directeur et qu'il est d'accord en fait, voilà va le faire. Donc je vais les voir, les deux me disent ok pas de problème donc va en fait participer. Et donc dans ma tête je me dis si je ne réussis pas je serai la risée dans ma classe parce qu'ils me détestent parce que je suis toujours en fait première en fait de la classe depuis que je suis venue à Thiès. Donc si
si vraiment je ne réussis pas là, en fait, je sais pas ce que je vais faire. Je quitte le pays, je sais pas, moi, je m'en vais loin. Alors que j'étais en chemin. Donc, je m'en vais loin parce que ça sera trop lente. Donc, je participe donc aux examens. Il y avait deux, je pense que les CM2, il y en avait deux, trois, en fait, voilà, trois CM2, deux CM2, je sais plus. Donc, je vais en fait participer avec eux. Donc, je fais les examens et tout. Et puis, le jour où on donnait les résultats, donc moi, j'étais toujours en témoin. Donc, je me suis en fait repartie dans mon classe, c'est moi qui mes cours. Mon maître vient me chercher, il me dit, écoute, sors, parce qu'on donne les résultats dans la cour. Donc, moi, j'arrive, donc, on donne les résultats, on commence à dire les noms. Premier, troisième, quatrième et tout, comme dit, j'entends pas mon nom. Et là, je deviens bête, je me dis, bon, c'est pas grave, moi, je suis en CM1, donc c'est en fait normal que les 10 premiers soient en fait de la classe CM2. Donc, le top 20, j'entends pas mon nom, jusqu'à top 50, et là, je commence, là, je pleure, quoi. Je me dis, mon Dieu, la honte, je vais être la rivée de toute ma classe. Je suis même pas dans le top 50 et tout. Donc, je commence à pleurer et je me dis, en fait, il faut que je quitte, en fait, l'école. Donc, soit je tombe, soit je cours, en fait, je passe par le mur et je rentre chez moi parce que je ne prépare. Et donc, en fait, c'était vraiment comme ça que, juste qu'à la fin de la liste, j'entends pas mon nom. Et là, vraiment, je deviens bête et je me dis, j'étais en fait tellement nulle que je suis même pas sur la là, en fait, j'étais tellement nulle que, voilà, mon nom n'est même pas dans la liste, en fait. Je commence à pleurer, mais vraiment très, très fort. Et il y a un instant, le directeur dit, en fait, il y a en fait Chatou de la classe des CM1 qui avait participé au essai. Et je me dis dans ma tête, mais ne dis pas ça. Déjà, en fait, j'ai pas réussi, donc ne me faut pas là devant les gens, quoi. Donc, c'est bon, j'ai pas réussi, quoi. Et donc, il dit, en fait, voilà, elle avait participé au essai et elle est deuxième. Et là, je me dis, mais en fait, c'est vrai que en fait, le gars a dit premier et troisième, en fait, pas deuxième, tu vois. Et là, je pleure encore plus. mais vraiment, ça, c'était vraiment... Où sont les cœurs, là? Où sont les cœurs? Allez, les cœurs. Non, mais ça, c'était extraordinaire parce que franchement, deuxième, je m'attendais pas à ça du tout. Et il y avait tous les CM2 qui étaient là à dire, franchement, cette petite-là, elle vient de CM1, elle vient nous foutre la honte, en fait, devant tous les professeurs. Et, bon. Et puis, du coup, en fait, la semaine suivante, j'ai changé de classe et donc je suis partie en CM2 parce que clairement, je n'avais plus ma place, en fait, chez les CM1. Donc ça, c'est vraiment des expériences que j'ai vécues qui m'ont beaucoup marqué, en fait. D'accord. Donc, on va dire que le prof, après la délibération, c'était le milieu de l'année ou début d'année ou en fin d'année? C'était un peu le milieu en fait de l'année, je pense. Hein. Parce que moi, je me rappelais toujours parce que je suis partie dans la classe des CM1 au mois d'avril, donc fin du mois d'avril, quoi. Donc, c'était vraiment vers la fin du mois d'avril. Ok, vers la fin du mois d'avril, tu es passé en classe de CM2. Voilà. Donc, tu as rejoint les grands. Et quand tu es arrivé, est-ce que tu t'es fait détester comme en CM1 ou ça va, ils t'ont bien accueilli? Bah, en fait, le problème, c'est qu'ils n'avaient pas trop le choix parce que le maître, en fait, de la classe de CM1, de CM2, en fait, comme en fait, j'avais bien réussi, donc il m'a pris, en fait, sous son aile, quoi. Donc, les gens, ils n'avaient pas d'autre choix parce que le maître, voilà, en fait, il disait tout le temps, voilà, prenez, en fait, exemple sur elle et tout, vu qu'elle vient de CM1 et que pendant les examens, elle vous a laminé, des trucs comme ça. Donc, en fait, forcément, il y a eu des gens qui ne me portaient pas dans leur cœur, mais bon, voilà quoi. Ok. C'est comme ça. C'est comme cool. Ça. Après, tu as dû passer les examens, j'imagine. Oui. Alors, tu les as eus ou on t'a dit donc tu ne voulais pas en laisser? Non, j'ai fait les examens et le reste de l'année, j'ai fait l'entrée en sixième, le certificat qui s'appelait CFE, non? Je crois à l'époque que j'ai eu et après je suis passée en sixième. Ah, cool. Donc, en primaire, si je me rends compte, hein, tu as eu beaucoup de prix là. D'après mes renseignements là.
Le problème, c'est que j'étais toujours première, donc forcément, forcément, j'avais beaucoup de... Ah, ça, c'est mon père. J'adore cette photo. J'adore cette photo. Ça, c'est mon père, en fait, qui me donne un prix. Et du coup, j'avais des doutes parce que je me demandais si c'était à Mboro, si c'était à Thiès ou à Joal. Mais comme ma soeur était en fait derrière, donc je pense que c'était à Joal. J'ai eu ce prix-là et que mon père m'a en fait donné le prix lui-même. Vu qu'il était un peu le proviseur du lycée de Joal, donc voilà, c'est lui qui m'a donné mon prix. Donc j'aime beaucoup cette photo. Ah, cool. C'est une fierté alors. Tout à fait. Franchement, celle-là. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton expérience au collège? Alors, le collège Saint-Gabriel de Thiès. Donc là, c'est avec mes copines. Il y a Sylvie, Sandrine, je ne me rappelle plus du nom de la troisième, quelle honte. Laurence, un truc comme ça, je pense. Donc, du coup, alors, j'ai passé, Saint-Gabriel, je ne suis pas restée longtemps. J'ai juste fait la seconde là-bas. Donc, je n'ai pas duré là-bas parce que j'ai dû partir, en fait, terminer mon lycée, en tout cas mes années du lycée au lycée Malici. Mais franchement, c'était très bien parce qu'au moins, ça m'a permis de passer, en fait, le cap des examens de troisième en compagnie de mes amis, donc, qui sont sur la photo. Donc, après, c'est vrai que ça m'a fait mal de partir parce que j'ai passé au moins 5 ans, en fait, avec ces filles-là, quoi. Donc, forcément, partir, ça fait mal. Ok. Donc, on va venir sur les sujets qui peuvent froisser un petit peu et dont on a prévu de parler. Oui. Donc, on va dire que moi, ce que je comprends, j'ai fait un peu de recherche sur le fameux mot bégaiement. Oui. Je ne sais pas si c'est péjoratif ou pas, mais bon. Non. C'est le vocabulaire. Pas pour moi. Comment tu l'as vécu? Donc, en fait, pour répondre à ta question, je ne sais pas à quelle période mon bégaiement est venu. En tout cas, je ne sais pas, mais je sais que à l'école primaire, vraiment, je bégayais déjà. Donc, je ne sais pas si bien avant à Joal ou à Mboro, je bégayais, j'en sais rien du tout. Je ne m'en rappelle pas. Mais en tout cas, le plus loin dont je me rappelle, c'était à Thiès. Donc là, je suis arrivée à Thiès, à l'école primaire, je bégayais beaucoup. Et bon, forcément, à l'école primaire, les enfants sont méchants parce qu'ils me sortaient des surnoms, en fait, méchants. Mais c'est bizarre parce que moi, à cette période-là, je m'en foutais complètement, en fait. Je ne sais pas pourquoi, j'étais bègue, je bégayais même pire que ça. Mais j'en avais rien à tirer, en fait. Donc, j'étais en classe, je parlais beaucoup. Quand le maître, en fait, nous interrogeait, moi, j'étais là. Monsieur, donc je parlais, je répondais. Donc, bizarrement, en fait, à l'école primaire, je l'ai vraiment bien vécu, en fait. Ok. Et en second cycle, au collège, ça a toujours continué de se passer bien? Non. Alors, malheureusement, non. Donc, quand j'ai eu mon entrée en sixième et que je suis allée à Saint-Ursule, c'est là où j'ai basculé, en fait, parce que j'entrais dans un âge un peu compliqué, hein. Donc, à 10 ans d'ailleurs. Hein. Je pense que quand je suis allée à Saint-Ursule, j'avais 10 ans, donc 11 ans. Donc, pour des jeunes filles, en fait, c'est vraiment des âges compliqués. Et surtout, j'étais à Saint-Ursule où il n'y a que des jeunes femmes, des jeunes filles. Plutôt, des donc dames, des vaches bleues, comme on les appelait. J'aime pas ce nom parce que j'en faisais partie et je ne suis pas une vache bleue. Moi, je suis du collège, on vous Mais voilà, donc du coup, je me suis retrouvée dans un environnement de filles, c'était compliqué et là, j'ai commencé à développer un complexe. Je ne parlais plus en classe. C'est vraiment là où j'ai basculé et je me suis renfermée vraiment sur moi-même. Donc, c'est vraiment la seule chose que j'ai un peu mal vécu en fait pendant ces années-là. Mais sinon, on a fait ça allait. Ok. Et le fait que tu t'es renfermé sur toi, est-ce que tu as régressé en notes ou tu as toujours continué à être une bonne élève, à être première de classe? Alors, j'ai continué à être... en tout cas, j'ai vraiment continué à bien gérer mes études. Par contre, à Saint-Ursule, les jeunes filles étaient quand même très, très fortes parce qu'ils prenaient les meilleurs. Donc, j'étais pas première,
Mais en fait, j'étais toujours dans le top 3 en fait. J'étais soit deuxième, soit troisième. Je n'ai jamais réussi à être première là-bas. Ah, mais j'étais deuxième ou troisième. Eh ben oui. Oui, mais bon, j'étais soit deuxième ou troisième, hein, mais jamais première. J'ai jamais eu cette chance là-bas. Ah, ok. Bon. Mais peut-être que c'était dû au fait que en classe, tu t'es un peu renfermé. Et peut-être que tu avais manqué de confiance et qui t'a empêché ou c'était pas une histoire de manque de confiance? Bah, en fait, je ne suis pas sûre que le manque de confiance en fait jouait. C'est juste qu'elle c'était très forte quoi, et qu'il fallait se battre. Moi, en tout cas, en fait, tout le temps que j'ai passé là-bas, je me suis dit bon là, c'est sûr que je ne pourrais pas être première parce qu'on avait une fille qui était dans la classe qui était excellente. Du coup, nous, dans nos têtes, nous on s'est dit c'est pas grave, elle sera la première. Mais maintenant, en fait, on va se battre pour la deuxième place, en fait. Et du coup, c'était deuxième, troisième, parce que j'ai une pote qui vit, en fait, maintenant à Paris. Et du coup, en fait, nous deux, c'était pareil. En fait, elle est deuxième, je suis troisième. Je suis deuxième, elle est troisième. C'était vraiment comme ça, en fait, que ça s'est passé. Donc, pour moi, en fait, mon bégaiement, en fait, n'a pas joué sur mes notes. Pas du tout. D'accord. Bon, on va souhaiter la bienvenue, Patrice 214, bienvenue, Karamba, Milkreya, Kamouk, Kamze. Bon, les gars, vous avez des noms. Oh là là. J'ai même peur de... Bonjour, Milkreya. Ouais, Milkreya, c'était mon invité la dernière fois. Hey, Tchacha vient d'arriver. Karine Laure, bienvenue. Bienvenue à tout le monde en tout cas. Ngour Taïmouner, bienvenue. Ben Faye, bienvenue. Baba Demela. Content Nantien. Alors, ton lycée. Ton père est proviseur. Oui. Ok. Donc, au lycée, il n'y a pas de 6e, de 3e. Non. Après le BFM, tu es parti au lycée ou tu as continué au collège? Alors, au collège, parce que Saint-Ouen, il n'y a pas de second cycle. Oui, tout à fait. Saint-Ouen, il n'y a pas de second cycle. Donc, quand j'ai eu mon BFM, je suis allée à Saint-Gabriel. Donc, où j'ai juste fait en fait une seule classe. En fait, j'ai juste fait là-bas la seconde. Et donc, après, je suis partie au lycée Maliksi, où effectivement mon père était professeur et pire, ma mère travaillait dans le lycée. Donc, j'avais mes deux parents qui travaillaient dedans. Waouh! Ok. Et du coup, tu as fait ta classe de seconde là-bas? Non, j'ai fait ma classe de première et ma classe de terminale au lycée. Au lycée. Maliki, voilà. Donc c'était un peu compliqué parce que déjà je vivais moi dans le lycée, donc on vivait dedans. Mon père travaille dans le lycée, ma mère travaille dans le lycée. Et donc c'est compliqué parce que déjà comme je vivais dans le lycée depuis à peu près 10 ans, hein, donc dans le lycée, donc du coup tous les professeurs du lycée savaient en fait qui j'étais. Donc j'avais en fait beaucoup de pression parce que si je fais une bêtise, en fait, les gens ne vont pas dire que c'est moi qui ai fait la bêtise, ils vont dire que c'est la fille du proviseur qui a fait la bêtise, quoi. Donc c'était un fardeau qui était très lourd à porter, mais bon, je pense que je m'en suis bien sortie comme ça. Ok. Alors, ça faisait quoi d'habiter dans une si grande maison? Parce que j'imagine que les dimanches, tu avais le choix de te promener dans un vaste espace, rentrer dans... Est-ce que tu faisais des trucs comme ça? C'était où ton espace de jeu? Bah, en fait, chez moi, tout simplement. Parce que moi, je ne sortais pas quand même beaucoup, hein. Okay. Je ne sortais pas beaucoup. Bon, c'est là qu'on vivait dans un lycée, mais bon, en fait, on ne vivait pas dans le lycée, hein, on vivait dans la maison qui était dans le lycée. Okay. Et je ne sais pas, en fait, s'il y a des gens qui ont fait le lycée, mais dans le lycée, il y a un gros baobab. Je ne sais pas si les gens se rappellent. Le baobab donc, en fait, pour les grèves, là. C'est là où tout à fait. Exactement. Et moi, le pire, c'est que ma chambre, en fait, dans ma chambre, tu vois le baobab. Donc, la nuit, j'avais quand même peur parce que j'étais en face du baobab. Voilà, quoi, des choses comme ça. Mais bon, c'est vrai que je ne sortais pas beaucoup. C'était juste pour partir voir mes potes et revenir, quoi. Ok. Il y a Sadia qui dit que je pense que
ton grand frère jouait au basket? T'as un grand frère qui joue au basket? J'ai ma soeur qui joue au basket. Oui, si. Je pense que mon grand frère a joué pendant des mois au basket. Ah, ok. Ça c'est un point d'enfance. Moi-même, j'ai fait le lycée. Hein. Après le BFM, je suis parti au lycée. Bon, ton père était proviseur. Quand j'ai vu la photo, je me suis dit, ouais, je le reconnais, quoi. Sa tête me disait quelque chose. Et mon père, lui aussi, il était prof au lycée à l'époque où on était là-bas. Mais il n'a jamais voulu nous enseigner. Il s'est toujours débrouillé pour ne pas avoir une classe obligation 6. Donc, je pense que c'est pas évident de gérer la relation père et fille. Toi, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as su faire la part des choses ou pas? Alors moi, en fait, je me rappelle quand je suis venue au lycée, donc le premier jour de cours, nous avions le professeur de français qui est venu et qui nous a demandé si dans la classe, il y avait des élèves dont les parents, en fait, travaillaient au lycée. Et je te jure que je n'ai jamais levé la main parce que je ne voulais pas que les gens disent la fille du proviseur, la fille du proviseur. Je ne voulais pas de ça, donc je ne levais jamais la main. Des fois, quand je partais en cours et que je voyais mon père dans la cour, c'était « Bonjour, monsieur le proviseur ». Voilà, c'était vraiment tout le temps comme ça. Et par contre, il y a eu un jour, comme moi, j'arrivais toujours en retard. Je me suis dit, je vais trouver un moyen de partir en classe un peu en retard parce que le prof déjà en fait venait en retard, toujours. Et donc, j'ai voulu en fait passer derrière le bureau de mon père. Et malheureusement, ce jour-là, en fait, il m'a vu et il m'a engueulé devant tout le lycée, devant les professeurs qui passaient, devant les élèves et tout. Et après, il m'a dit, va prendre le billet d'entrée. Donc, pour partir en cours. Donc, moi, comme je suis un peu bête, je suis allée dire au surveillant. Mon père a dit que de venir chercher un billet d'entrée. Et il était mort de rire. Mais voilà, c'est vrai qu'après, ça s'est bien passé. Moi, j'ai jamais voulu jouer le truc du en fait, je suis la fille du proviseur, jamais. D'accord. Bon, il y a Shérif 6. Tu dois connaître, ça doit oui, je connais Shérif. Mais Shérif, nous l'ai baigné déjà, mais tu sembles être trop en avance. Là, on parcourt tout doucement l'enfance. Après, on arrive en France pour parler de Métis Noir et de tout ce qu'elle fait. Pour le moment, on décortique un peu quelle est l'origine de tout ça, pour comprendre. Parce que c'est important, en fait, pour que les autres puissent s'identifier. Il faut qu'ils sachent que tu as été une enfant comme tout le monde. Tu as eu des hauts et des bas, tu as grandi. À un moment donné, il y a eu un déclic sûrement qui t'a poussé à faire de si grandes choses. Donc, on va y arriver tout doucement. Pour le moment, on est encore au lycée. Ok, donc, très bien. Papa t'a engueulé parce que tu étais en retard. Oui. Et tu habitais à 0 pas. Donc, est-ce que depuis lors, ça t'a servi à être ponctuel ou tu as continué dans l'horaire sénégalais là? Bah, écoute, quand j'étais au lycée, en fait, comme mon père a vu qu'en fait, quand j'avais en fait cours de PC, je crois, hein, je parle que c'était mes cours de PC, quelque chose comme ça, donc je partais toujours en retard. Donc, du coup, le matin, quand il prenait son déjeuner, donc il venait me chercher et on partait en fait ensemble, en fait, parce que qui ne voulait plus que j'arrive en retard. Donc, chaque fois, c'était « Mamie, tu as fini? Viens. » Voilà, c'est parti. Donc, on partait ensemble, on sortait de la maison ensemble. Et des fois, quand il rentrait dans son bureau, moi, je retournais finir mon petit déjeuner parce que j'avais même pas le temps de finir qu'il me sortait, en fait, de la maison. Ok. Mais bon, voilà, quoi. Des petites bêtises comme ça, quoi. Ok, je vois. Donc cette photo, ça te rappelle quoi? Lycée Malick Sy, concours d'anglais. Je crois que j'avais gagné un concours d'anglais. D'ailleurs, j'avais eu 2 ou 3 autres prix ce même jour-là. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi, mais je savais que c'était par rapport à un concours d'anglais où j'étais arrivée, je ne sais plus, je devais être dans les top 5. What's your name?
My name is Métis Noir. Yeah, thank you very much. You welcome, my dear. Sorry. Alors, cette photo, c'était... Oui, je pense que c'est en fait le même jour d'ailleurs. C'est ça que je disais parce que je pense que j'avais eu deux, trois autres prix, mais je ne sais pas pourquoi j'avais les 2 autres prix en fait. Je ne sais plus. Ok. Ici? Oh, 3e. Troisième, mon Dieu. Oh là là, ma tête, c'est horrible. Alors, cette photo, c'était un concours que faisaient les élèves de 3e de la région de Thiès, d'ailleurs. Ok. Et du coup, moi, en fait, j'avais fait toutes les matières. Hein. J'avais fait français, anglais, physique, mathématiques. Et j'ai eu un seul prix, le prix de français. Et j'étais première voilà, j'avais eu le premier prix de français. J'étais quand même dégoûtée de ne pas avoir eu le prix d'anglais. Okay. Et du coup, moi, j'avais eu le prix de français et en même temps, en fait, je pense qu'il faut aller faire des recherches sur mon parcours. Et donc, j'ai eu en fait un prix aussi pour tout mon parcours depuis l'école primaire. Ensuite, j'ai été la meilleure fille des classes de 3e de la région de Thiès. Après, il y avait aussi un prix de meilleure fille des 3e, en fait, toutes matières confondues. Donc, je pense que j'avais au moins, en fait, 6 prix ou 5 prix. Et je savais pas que j'étais juste là, en fait, le gars disait, en fait, Aïssatou Diop, premier prix de français, donc je venais, je prenais, j'allais m'asseoir. Aïssatou Diop, en fait, meilleure fille de la région de Thiès, donc je revenais, j'allais m'asseoir. Après, on me disait de venir encore parce que j'étais la meilleure, je sais pas, des classes de 3e, je partais, je revenais. Après, on me disait, en fait, que, en fait, par rapport à mon parcours, en fait, tel bijouterie, en fait, m'a donné des bijoux et tout ça, donc je revenais, je cherchais. Donc, en fait, c'était des vibes comme ça, et moi, j'étais là, mais en fait, pourquoi on m'appelle tout le temps? Je pense que j'ai juste un prix de français, moi. Mais voilà, franchement, c'était une excellente journée parce que tout ça, c'était des surprises. Oui, en fait, Vanessa Diawara, exactement, c'était les Kayorades, exactement, parce que je cherchais le nom, exactement, c'était ça. Donc, j'avais beaucoup de... Puis, comme en fait, j'ai eu aussi des bijoux ce jour-là, donc il y a eu des gens qui ont dit à ma mère, parce que ma mère n'était pas là, qu'on m'avait en fait donné des bijoux en or, alors qu'on ne peut pas du tout, c'était juste un bracelet et quelques boucles d'oreilles en argent. Mais franchement, c'était une fierté parce que mon père, il était tellement fier ce jour-là et donc il le disait à tout le monde, en fait, c'est ma fille, en fait, c'est ma fille. Et franchement, c'était super, vraiment. Mais toi? Maïté, bye, ma. Maïté, c'était les Kayorades. Ouais, c'est ça. C'était les Kayorades. C'était ça, ouais. Moi, c'est des trucs que j'ai jamais entendu parler. Hein. Ah oui, les Kayorades. Football, bon, moi, je football. Ouais, Kayorades, mais aucune chance. Mais on va dire qu'à ton époque, tu étais sans doute la Lionel Messi de ton époque dans les études ou la Cristiano Ronaldo. Quand tu supporter? Bah écoute, moi je préfère plutôt que tu me dises que j'étais là. Sadio Mané quoi, parce que je vais prendre quand même chez moi. Hein? Ballon d'or d'Afrique. Sadio Mané, ballon d'or d'Afrique. Mais en tout cas, voilà, tout à fait. Je pense que pour époque, c'est évident, mon mère là, c'est évident. Entre guillemets, me détester là, parce que gris, il y a pour rappeler quoi. C'est abusé. Non. Pire, en fait, jour B, parce qu'il y avait des élèves de Saint-Ursule et aussi de Saint-Gabriel. Donc, je me rappelle qu'il y avait en fait 2 gars qui étaient de Saint-Gabriel, qui avaient, eux, en fait, le premier prix de PC et le premier Matic. Et donc, moi, j'étais devant et eux, ils étaient derrière et ils râlaient comme pas possible en disant, ouais, mais de toute façon, elle n'a eu que le prix de français et nous avons eu des prix de PC, de mathématiques et donc pourquoi elle reçoit 6 prix et nous juste un seul? Les gens... Je vois. Donc voilà, mais bon. En tout cas, on va faire un coucou aux gars qui sont sur Facebook. Coucou nos amis de Facebook. On est
encore accroché sur Instagram. C'est normal parce que, voilà, Facebook, gars, là, il y en a encore. C'est pourquoi on a choisi de se connecter là. Mais voilà, on a les images déjà préparées sur Instagram. Mais de temps en temps, je vais vous afficher en tout cas les photos sur lesquelles on discute. Merci de votre présence et de vos commentaires. Et partagez. Comme ça, voilà, plus de gens vont connaître les lives Kako Diar et surtout le parcours inspirant de Métis Noir. C'est ça. Alors, cette photo, ça te rappelle quoi? Ça, c'était au lycée Malick. Donc, la dame en vert, c'est ma mère, parce qu'elle travaille au lycée aussi. Je pense que c'était une journée des sciences, en fait. Donc, les gens nous présenté leurs inventions, voilà, au lycée. Et donc, j'étais partie voir, donc ma mère m'a demandé de venir. Nous sommes partis voir, en fait. Donc, voilà, c'est l'une des rares photos que j'ai, en fait, au lycée en compagnie de ma mère. Ah ouais? Et vous ne voulez pas trop se rapprocher ou Non, c'est en fait juste que c'était rare, quoi. Je pense que la plupart des séries, c'était en compagnie de mon père, voilà. Donc, j'aime bien aussi cette photo. D'accord. Alors, tu grandis, maintenant on commence à reconnaître le visage. Alors, c'est qui ce monsieur et c'était à quelle occasion? Alors franchement, ça c'est un monsieur qui n'est plus en tout cas de ce monde, donc c'était Jack. Donc c'est un monsieur qui m'a rencontré quand j'étais à l'école primaire. Donc un jour je recevais beaucoup de prix et il était là en fait. Il était venu, je sais pas pour son fils ou en tout cas c'est l'école qui lui avait demandé de venir. Et donc quand il est venu voir que tu vois je prenais tous les prix, il s'est dit mais c'est qui cette fille en fait? Donc il est venu se présenter à moi et mes parents et tout, et donc a en fait décidé de me prendre sous son aile en fait. Donc il m'a donné en fait beaucoup de livres, beaucoup de trucs quoi, vraiment pour qu'en fait je réussisse bien dans mes études. Donc chaque fois il était là, il prenait de mes nouvelles, il demandait en fait à mes parents si ça allait, si je travaille bien. Des fois il venait à la maison me ramener des trucs vraiment en fait juste pour comme ça quoi. Vraiment c'était un monsieur qui m'a beaucoup marqué parce qu'il voulait vraiment que je réussisse dans mes études, surtout en tant que fille. Et donc, je voulais aussi partager cette image parce qu'il n'est plus voilà, de ce monde, donc son âme repose en paix. Donc, j'aurais bien voulu qu'il voit en tout cas la personne que je suis devenue, mais bon, malheureusement, ça ne s'est pas. Yàlla ko yàlla xaare ci àjjana yu gën a kawe yi. Amiin. Donc, tu peux nous parler un peu de ton terminal. Tu as fait quelle série? On a bien affaire, on l'a fait là déjà. Tu es aîné de famille, Tchad ou Digby? Digby. Ok, d'accord. Donc, terminal, tu l'as vécu comment et tu as fait quelle série? Écoute, devine quelle série j'ai fait. Plus compliqué, devine, bien sûr. TS1. Bien sûr. J'ai fait la TS1, la terminale S1, donc au lycée Malick. Bon, après, je n'ai pas mal vécu parce que j'ai retrouvé mes amis en fait de la classe de CM2. Donc c'est vraiment ces personnes-là que j'ai retrouvées au lycée Malick. Donc nous étions très proches et donc on travaillait en fait tout le temps. Soit chez moi, soit dans une classe, voilà, que en fait j'allais trouver, j'allais prendre j'allais empêcher le gardien. Okay. Donc pour prendre qui nous donne une salle de classe pour travailler. Donc nous avons vraiment travaillé en groupe et tout, et donc c'est avec plaisir qu'on a tous réussi notre baccalauréat, et donc voilà. C'est super aussi quand même. Ok, tu l'as eu avec une mention. Oui, j'ai eu la mention. Ok, cool, très bien. Après le bac, tu savais ce que tu voulais faire ou comme pour certains étudiants, il fallait juste avoir le bac et puis on règle le reste? Écoute, moi en fait quand j'ai eu mon bac, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Donc c'est mes parents qui ont un peu réfléchi en fait à ma place parce que mon père il a toujours voulu que je sois médecin. Et du coup en fait quand
il s'est rendu compte que moi et en fait moi et la biologie c'était vraiment deux choses à part. Moi c'était la biologie. Donc du coup il s'est dit c'est compliqué mais on va en fait quand même tenter notre chance parce qu'elle aime les défis. Donc c'est sûr que si je la mets en médecine, je pense qu'elle va tout faire pour s'en sortir. Donc j'ai en fait déposé médecine à l'université de Thiès et de Dakar. Donc je l'ai eu, j'ai été prise. Après j'ai fait alors j'ai aussi déposé pour un maths physique à l'UGB. Okay. Donc j'ai été prise aussi. Et j'ai fait les concours de la Polytechnique de Dakar que j'ai eu aussi. Donc j'avais réussi en fait tous les concours que j'avais fait. Donc partout où j'avais déposé, je l'avais eu. Et en même temps en fait, ma mère m'a dit écoute, comme tu as la mention, dépose quand même pour avoir une inscription en France, on ne sait jamais. Et comme tu as la mention, tu auras peut-être la bourse. Non, même pas peut-être. Elle m'a dit en fait, tu auras la bourse. Donc je dépose. Donc j'ai aussi en fait voilà la inscription et tout, donc j'ai mes inscriptions et donc j'étais là à me dire en fait je vais où moi je vais où parce que j'ai en fait tellement de choix mais ma mère elle voulait coûte que coûte que je parte en fait en France. Donc elle a mis la pression un peu sur mon père parce qu'il fallait que mon père en fait laisse tomber son rêve d'avoir un enfant médecin. Moi de toute façon en fait j'étais là à leur dire faites votre choix hein, voilà. Faites votre choix et donc finalement c'est le choix en fait de la France qui a été fait. Voilà. Ah cool. Machallah. Il y en a qui avaient vraiment le choix. Ça m'a rien. Il fallait juste avoir le bac. Après, mais non, dis pas ça. Négocier avec le papa pour aller jouer au foot. Mon rêve, c'était de jouer au foot. Et je me débrouillais pour avoir le bac, juste pour poursuivre mon rêve de gosse et devenir footballeur. Malheureusement, j'ai pas eu de bourse. Hein, parce que tant que le bac bourse. Mais c'est comme ça que je suis allé à la fac. Mais voilà. C'est plus tard que je suis venu en France. Je suis parti en France. Mais voilà, je pense que chacun a poursuivi son destin. Et que dans le moment où il trace son destin, on connaît. Les gens qui veulent non, ça m'a donné mon gantillon. Et il faut dissocier le rêve des parents et notre propre rêve. Parce que quand on poursuit le rêve des parents, quand on l'accomplit, on n'a pas la satisfaction intérieure. Alors quand on suit notre propre rêve, peut-être que les parents peuvent ne pas être d'accord ou frustrés, mais c'est notre bonheur et ils finissent par être fiers. Parce que quand tu le réussis, ça rend fier tout le monde, quoi. Donc, vous avez France. Comment ça s'est passé et comment tu as vécu les choses? Quelles sont les anecdotes inspirantes ou drôles que tu as vécues quand tu es arrivé en France? Drôle. Alors, ce qui était drôle par contre quand je suis arrivée en France, c'est que je voyais toujours qu'on faisait la pub McDo. Et donc, en fait, je le voyais grand, quoi. C'était gros et tout. Et donc, j'étais là à en fait, fouler en fait, ma soeur pour lui dire mais moi, je veux un McDo, ça a l'air trop grand et ça a l'air trop bon. Et donc, ma soeur m'a dit, yo, mon gars, tu ne penses qu'à en fait manger. Donc, viens. Donc, nous sommes partis acheter un McDo. Et franchement, j'étais déçue de le voir, mais petit. Tout petit, ça m'a découragée. Et franchement, j'étais découragée. Mais c'était la seule chose que je voulais. McDo. Aïe, ouais. Du coup, je voulais que ça aille bon. Quand tu es arrivé, tu es arrivé dans quelle ville? Nancy. À Nancy. Nancy, oui. Ok, d'accord. Et tu as tout de suite commencé les études ou tu as arrêté les cours ou bien comment ça s'est passé? Alors oui, en fait, j'ai raté quand même des cours parce que moi, j'arrive en France donc, au mois d'octobre, donc j'arrête quand même un mois de cours. Donc le temps que je m'inscrive et tout ça, que je fasse les démarches, ils avaient déjà eu le temps au mois d'octobre de faire quelques examens en fait, sur quelques matières.
Ok. Donc moi, en fait, j'arrive en plein. Quand j'arrive, en fait, il était en train de faire des examens. Bon, moi, je me dis, écoute, je suis là, je vais faire les examens. Alors que je n'avais pas les cours, je n'avais rien du tout. Donc, je fais des examens. Parce qu'en fait, on faisait des examens au mois d'octobre et au mois de janvier pour qu'on nous ait, en fait, deux notes, en fait. Donc, c'était ça le processus. Donc, j'arrive, moi, je me dis, ok, bah, écoute, je vais faire les examens comme tout le monde. Je n'avais aucun cours, je venais d'arriver, donc je l'ai fait et tout. Et franchement, j'ai de très bonnes notes. Et là, on me dit de venir, en fait, voir, on me dit, en fait, vous avez des cours? Non. Vous venez, en fait, de prendre en cours, en fait, les examens? J'ai dit oui. Mais vous avez de bonnes notes, en fait. Du coup, tu vois, les gens, ils étaient perdus en me disant, wow. Mais d'où elles sortent là, en fait, et je leur dis, mais non, parce que ça, c'est vraiment des cours que j'avais déjà vus, en fait, en terminale, quoi. Donc, voilà, donc pour moi, en fait, mes professeurs m'ont dit, écoute, t'as une moyenne de 13,50 et tout ça, mais c'est bien, mais je pense que pour toi, en fait, ce serait mieux que tu aies, en fait, de notes, quoi, comme, en fait, les autres. J'ai dit, ouais, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je suis passée en rattrapage, en fait, pour les matières que j'ai ratées. Mais voilà, en fait, voilà, ça ne m'a pas, en fait, empêché d'avoir une très bonne moyenne et ils étaient un peu surpris. Moi, j'ai déjà vu ça, hein, déjà, donc pour moi, c'était pas en fait compliqué. Ok, bah ça c'est excellent parce que tu as tout de suite démystifié la France en fait. Parce que quand on arrive, on se dit ouais, la France, sûrement les cours vont être durs, ça va être compliqué, et là tu arrives tout de suite, mais tu leur montres qui tu es quoi. Franchement, chapeau. Oui, si on veut. Chapeau. Maintenant, voilà, j'imagine que aussi ton intégration n'a pas dû être facile parce que tu changes de pays, le contexte n'est pas le même et les personnes ne sont pas les mêmes, les mentalités pareilles. Donc, as-tu vécu de la discrimination ou bien en tout cas qu'on te mette à l'écart parce que voilà, pour ton métissage noir? Métissage noir, c'est bien trouvé. Alors, en fait, non, moi, je ne dirais pas que les gens m'ont mise à l'écart. Je dirais qu'en fait, je me suis mise moi-même à l'écart. Parce que, comme tu dis, en fait, j'arrive dans un nouveau pays, donc je ne connais personne. Et moi, depuis que j'ai eu mon entrée en sixième, j'étais en fait renfermée sur moi-même. Donc, j'avais du mal à partir en fait vers les autres en fait. Donc mes potes, c'était vraiment des personnes, des noirs en fait. Franchement, c'est vrai que je suis restée dans ça en fait un peu parce que ce sont des gens qui me remettaient un peu dans le contexte en fait d'où je venais en fait, tout simplement. Et bon. Après, c'est vrai que j'ai en fait quand même vécu une expérience un peu bizarre. Je ne dirais pas en fait traumatisante parce que moi c'est pas des choses qui me cassent un peu le moral, mais c'était un peu bizarre parce que je me rappelle un jour, donc il y avait un professeur qui en fait suivait un peu mon parcours et donc qui m'a fait venir pour me demander enfin voilà ce que je voulais faire en fait, ce que j'envisageais de faire quoi. Et comme j'étais ambitieuse comme pas possible, je l'ai dit. En fait, je voulais faire un bac plus 2 et après je voulais intégrer l'école polytechnique de Paris. Mais vraiment, voilà, donc, au niveau la fille en fait qui n'a peur de rien, qui ne doute de rien. Et du coup en fait, le gars me dit quelque chose de très bizarre. Il me dit, vous savez, écoutez, en fait, des fois, il ne faut pas se compliquer la vie. Hein. Le plus important, c'est d'avoir les moyens de payer son loyer, de payer sa voiture. Donc, je veux dire, au pire, voilà, vous pourrez aussi penser à trouver un travail en fait, beaucoup plus vite. Donc, après le bac plus 3, et même, voilà, pourquoi pas en fait, essayer de trouver un travail dans les hypermarchés. Moi. Je me dis, mais en fait, lui, en fait, je lui dis que moi, notre Aïssatou qui a raflé la Sadio Mané des études à Thiès.
Non, mais en fait, ça va pas? Dans ma tête, je dis, mais en fait, je lui dis que moi, je veux partir là. Et le gars me dit, non, en fait, reste là, toi. Non, il ne connaît pas. C'était vraiment bizarre. Mais en fait, maintenant, en fait, quand j'y pense, je me demande, en fait, s'il l'a pas dit à cause du fait que je bégayais. Peut-être qu'il s'est dit que mon l'intégration en fait dans les entreprises pourrait être compliquée, mais bon, c'est vrai que en fait quand tu m'as dit ça, j'ai pas du tout pensé en fait comme ça quoi. Je dis mais c'est quoi ça dans mon tête quoi. Mais là en fait maintenant en fait en tout cas quand j'y pense, je me dis que certainement il se disait que pour moi ce serait compliqué d'être bègue et donc de réussir mon intégration dans le monde professionnel. Donc c'est peut-être pour ça qu'il voulait m'orienter dans les supermarchés. Je sais pas, mais c'était vraiment très bizarre quand même, voilà, comme truc. Bon, souvent il y a des gens comme ça. Quand ils détectent en tout cas du gomme sabop, parce que quand quelqu'un croit en lui, ça se voit déjà sur son visage, ses yeux. Ça, on le voit que cette personne voit loin. Et il y a des gens comme ça qui brisent les rêves. Ah oui. Et JC No Limit, le premier invité de Kakodia, avait dit en fait, quand il s'agit de la famille, c'est peut-être une surprotection. Par exemple, ton père qui te disait il faut que tu fasses médecine, sûrement il voulait te garder toujours à côté de lui, sa fille chérie. C'est exactement ça. Que tu t'éloignes pas de lui. Mais c'est pas non, mais en fait, pire que ça, en fait, non seulement il voulait que je reste près de lui, mais il s'est dit que, en fait, si je réussis à être médecin, en fait, j'aurais pas à parler devant un foule, quoi, parce que les médecins en général, ils sont dans leur bureau, donc ils reçoivent des gens dans leur bureau, dans un cercle fermé, quoi. C'était vraiment, comme tu dis, de la surprotection, quoi. Tu vois? Par contre, quand ça vient d'un inconnu, moi, je dis tout simplement que c'est de la méchanceté. C'est une personne, en fait, qui veut briser tes rêves parce que cette personne n'a pas réussi à atteindre ses rêves. Et elle fait tout, en fait, pour que les autres ne les atteignent pas, pour qu'il soit lui aussi conforté dans sa position. Et ces personnes sont très dangereuses et voilà, il faut les éviter. Tout à fait. Un conseil, et je sais que tu as pu les éviter ou les écraser. Bon, comme on le sait, Instagram, tous les 1 heure, il s'arrête automatiquement. Si on ne s'arrête pas, il va nous le faire. Alors, donc on fait une pause. Donc, on fait une pause. Avant de faire une pause, on en profite pour faire un coucou aux gens qui sont connectés en tout cas. Baba Dem est là, Maïté, JC No Limit. Hello. Alors, bon, avant que tu nous poursuives, il y a une personne qui a fait un commentaire super important, Julien Demba. Lui aussi, il dit qu'il bégait et que énormément apparemment. Donc, mais il a signalé derrière qu'il est ingénieur. Oui, j'ai lu son commentaire. Voilà, il gère une équipe. Je pense que bravo Julien. Voilà, gomme sabop, moi, c'est-à-dire, j'ai pas de barrière, ça me regarde aussi. Je fais les choses et j'avance. Donc, comme on en est à la deuxième partie, mais bon, on va laisser tout doucement que les gens rentrent pour qu'on rentre dans le sujet en tout cas métis, noir. Mais en attendant, je te laisse poursuivre. Alors, après ce monsieur-là qui a voulu briser tes rêves, comment tu as retourné? Est-ce qu'il a réussi à te faire douter ou bien il t'a boosté? Alors, en fait, je pense que ça n'a pas changé grand-chose en fait dans ma manière de voir les choses, hein, parce que pour moi, déjà, le fait qu'ils me disent de trouver un travail dans des hypermarchés, je me suis dit, bon, ok, toi, je ne t'écoute plus, ok. Donc, voilà. Donc, ça n'a pas en fait changé grand-chose hein, dans mes études, dans mes ambitions. Bon, après, j'ai pas fait l'école polytechnique comme je le voulais quand même, mais bon, après, c'était pas si grave que ça parce que j'aimais bien la filière que j'avais
choisi et donc j'ai continué comme ça jusqu'à mon bac+3 où là encore, voilà, j'ai dû faire face à un professeur d'anglais qui un jour m'a donné une note de 10 en anglais. Et c'est pas que je me vante quand même d'être forte en anglais, mais j'estimais que je méritais en tout cas beaucoup mieux que 10. Donc, j'ai fait un mail parce que c'était un devoir qu'on devait présenter en fait. Donc, il fallait parler en anglais, donc c'est ça quoi. Okay. Donc, j'ai fait un mail pour lui demander en fait pourquoi est-ce que j'avais 10 en fait. Parce que je n'arrivais pas à comprendre la note. Et elle me répond dans le mail en me disant qu'en fait, à cause de vos problèmes voilà, de bégaiement, en fait, je ne peux pas vous donner une note supérieure à 10. Et là, je lui dis, mais en fait, je n'avais pas compris qu'en fait, vos notes portaient sur ma manière de parler. Je pensais que les notes, c'était en fait plus, surtout plus pour mon niveau d'anglais, en fait. Vocabulaire. Voilà, quoi. Surtout ça, mais pas parce que je bégayais, donc je ne peux pas avoir mieux que 10, quoi. Du coup, je me rappelle que j'avais transféré ce mail, en fait, à ma soeur qui était à Nancy. Elle m'a dit d'en parler, je sais pas, au directeur. Bon, après, moi, je me suis dit, tant pis. De toute façon, j'ai 10, donc c'est pas grave. L'année prochaine, je passe en master, je la verrai plus, donc voilà, quoi, tant pis, quoi. De toute façon, j'ai la moyenne. Et donc, au mois de juin-juillet, en fait, il faut toujours présenter un projet. Donc, que ce soit un job que nous avons fait pendant des vacances ou un projet sur lequel on a bossé. Et donc, comme c'était un peu la première fois que je présentais un projet devant un jury, mais c'était catastrophique. Parce que j'avais tellement bégayé que moi-même, j'en avais marre de présenter, parce que j'étais fatiguée en plus. C'est quand même dur de parler, il faut dire, quand on est bègue. Et mes profs, ils s'ennuyaient tellement qu'ils dormaient. Donc ça m'a un peu quand même touchée, mais vraiment, ça m'a fait mal. Et puis, en un certain, donc quand je présentais, il y a un prof qui m'a dit « Oh, écoutez, en fait, c'est bon, nous avons en fait compris et tout. » Donc, du coup, voilà, c'était quand même brutal, quoi, parce que je me disais, bon, là, je présente, ils dorment, donc ça veut dire que ça ne les intéresse pas. En plus, le prof me dit non, mais en fait, ça va, en fait, voilà, c'est bon, nous avons compris. Donc, il coupe ma présentation et là, j'ai commencé quand même à avoir des doutes. C'est vraiment là où je me suis dit, tiens, en fait, si mes profs n'ont pas la patience, en fait, voilà, de me laisser, en fait, présenter mon projet, ça va être compliqué en entreprise. C'est vraiment là où j'ai eu des doutes. Pour la première fois, en fait, de ma vie, moi qui ne doute pas, en fait, souvent. Et ça, c'était vraiment très, très dur parce que c'était violent. Et c'est là où, en fait, j'ai vraiment pensé que mon bégaiement peut être un frein, en fait. Voilà, un frein dans ma vie et tout. Et j'ai énormément pleuré. Toute la journée, j'ai pleuré parce que c'était dur. Et puis, en fait, le lendemain, je me réveille, je me dis, écoute, est-ce tout? Parce que moi, je sais pas si les gens le font, mais moi, je me parle devant mon miroir. Donc, l'autre personne, en fait, qui était derrière le miroir, donc, parler. Et donc, je me dis, écoute, tu as un choix à faire. C'est-à-dire, soit tu vis ta vie comme toi, tu l'as voulu, comme toi, tu l'as pensé, hein, sans peur ni tout ça. Soit tu vis la vie que les gens veulent que tu vives, en fait. Donc, il y a des gens qui te réduisent à ton bégaiement. Donc, soit tu acceptes que toi, toute ta personne est réduite à ton bégaiement, soit tu acceptes le fait que tu acceptes de vivre, en fait, avec ça et de faire ta vie comme toi, tu l'as toujours, en fait, voulu. Et donc, bien sûr, je me suis, en fait, choisie, forcément. Donc, je me suis choisie et donc, c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé, en fait, à accepter vraiment, en fait, mon bégaiement. Donc, je suis sortie, en fait, de cercle vicieux dans lequel je m'étais renfermée, en fait, moi-même, hein, parce que c'est en fait moi-même qui me suis mis ça, en fait, dans la tête en me disant non, mais je suis bête, donc les gens n'auront pas le temps de m'écouter, en fait, quand je vais
parler, les gens en fait voudront pas que je parle, etc., etc. Donc tout ça, c'est des choses que moi-même je me suis mis en fait dans la tête et là en fait quand j'ai eu quand des choses en fait se sont passées en fait ainsi, j'ai commencé à en fait sortir voilà de ces barrières là en me disant écoute surtout voilà quoi, vis ta vie comme tu veux, parle si les gens veulent en fait entendre ce que tu as à dire, donc ils vont rester là et ils auront la patience de t'écouter et puis en fait s'ils l'ont pas, bah écoute, c'est eux qui perdent parce que tu auras des choses très intéressantes à dire et voilà ils ne le sont jamais quoi. Voilà. Excellent. Merci my cooking. Franchement, c'est là c'est toi qui m'as motivé là. C'est vrai. D'ailleurs, ce que j'ai mis là sur mon image, c'est un truc qui m'a beaucoup touché parce que moi, j'ai pas eu les mêmes problèmes que toi, mais comme je te dis, aujourd'hui, j'en rigole parce que cette personne-là j'ai réussi à enterrer cette personne pour tout positiver. Mais une anecdote, moi, je lisais très mal. Je bégayais pas, mais je lisais très mal. Et un jour, j'ai rencontré un mot, demain, et j'ai lu demain 1. Toute mon enfance, on m'a appelé demain 1 dans la famille. Et ça m'a fait perdre confiance et à un moment donné, j'ai cru que j'étais bête parce que j'ai eu 2 frères qui étaient très bons en classe et moi, le dernier, on disait que lui, il est mauvais. Et de fil en aiguille, en fait, après le bac, quand je me suis éloigné de cet environnement en tout cas, c'est là que j'ai commencé à ne plus l'entendre, donc à vraiment mettre les choses en place. Et de ce fait, un jour, je suis tombé sur cette citation qui dit « L'opinion des autres, c'est pas ma réalité. » Et que tout ce que les autres diront, voilà, je vais entendre, mais c'est pas ma réalité. Ma réalité, c'est moi qui l'a fait. Ma vie, c'est moi qui l'a fait. Mon film, c'est moi l'acteur principal. Et je décide si ça se termine mal ou ça se termine bien. Et en Wolof, j'ai essayé de traduire. Je ne sais pas si la traduction est bonne, mais lu keneen xalaat ci man taxul mu nekk dëgg ci man. Donc, je pense que tu l'as dit en d'autres mots, c'est-à-dire que tu t'es parlé devant le miroir. Et ça, pour moi, ça devrait servir à toutes les personnes qui nous suivent, Instagram et Facebook, que quand tu as mal au cœur, quand quelqu'un te fait mal au cœur, quand quelqu'un te dit quelque chose qui est blessant, plutôt que de rester tout seul à te morfondre et à subir, mets-toi devant un miroir à la technique de métis noir pour te parler, à l'autre personne qui est à l'intérieur de toi, qui baisse les bras. Que nous tous, on a ces 2 esprits-là qui se battent à l'intérieur de nous. Tout à fait. Un qui veut le bien, un qui est un loser et un qui est un winner. Maintenant, la différence, c'est que qui tu vas écouter. Si tu écoutes le loser, bah, tu baisses les bras. Si tu écoutes le winner, bah, tu deviens comme métis noir, quoi. Machallah. Bon. C'est bien dit. C'est bien dit. Je te laisse poursuivre. Donc, après ça, tu as eu ton diplôme quand même avec brio comme au Sénégal ou bien avec des difficultés? Comment tu t'es débrouillé? Bon, écoute, j'ai eu mon diplôme avec j'avais pas une très grosse moyenne, hein, je pense que j'avais très de moyenne. Bon, après, ça m'a permis de passer en master. Et donc, quand je suis arrivée en master, je suis arrivée comme une rebelle, comme une furie. Parce qu'en fait, ça faisait 3 ans que j'étais renfermée, que voilà, des profs me disaient des choses que je ne voulais plus en fait prendre. Voilà. Donc, du coup, en fait, je suis venue donc en master, donc en me disant c'est fini, donc les gens me respectent, il faut que je m'impose. Et puis, bec ou pas, en fait, si j'ai des choses à dire, donc je vais le dire. Donc en fait, ça s'est en fait traduit par exemple lors des présentations de projets. Des fois j'arrivais, donc on disait voilà, en fait le projet il faut présenter en 20 apparemment.
Et moi, donc j'arrivais, donc toujours je disais bonjour messieurs, donc moi c'est Aïssatou, je suis bègue et je pense que ça va être compliqué pour moi que je présente pour 20 minutes. Donc je préfère vous prévenir que ça va durer en fait un peu plus que prévu, mais voilà, comme j'ai bien en fait travaillé, donc vous n'allez pas vous ennuyer quoi. C'est comme ça que je le disais et donc il était mort de rire en fait. Mais d'où est-ce encore celle-là? Et donc voilà quoi, donc c'était comme ça. Donc j'ai fait ça pendant mon master 1 et donc lors de mon master 2 en fait les profs ils avaient mis en place ça, donc en se disant que par exemple si les autres présentent en 10 minutes par exemple, moi je devais présenter en 15 minutes. Donc je prenais mon temps, je présentais et tout, mais chaque fois c'est pareil, hein, c'était en fait la phrase qui me permettait d'être à l'aise déjà, parce que présenter, voilà, non seulement en fait ça me permet moi déjà d'être à l'aise déjà, et donc eux-mêmes je pense que le fait qu'ils voient que voilà ça ne me dérangeait plus aussi à l'aise quoi. Donc c'était toujours bonjour messieurs, donc c'est à mon tour de présenter, je suis Aïssatou, je suis bègue, ça va durer en fait un peu plus longtemps que prévu, mais comme j'ai bien travaillé, vous n'allez pas vous ennuyer. Tout le temps, c'était la même phrase que je sortais. Ah, c'est cool. C'est une phrase de Gum Sabop. C'est ça, exactement. Déjà, tu travailles bien et tu leur fais savoir que c'est pas parce que tu as des difficultés d'élocution que le travail n'est pas bien fait. Contrairement à l'autre prof qui t'a jugé sur ta façon de parler, en laissant de côté ton travail. Je pense que là, tu les as d'ailleurs mis en challenge parce que si vous me jugez de la façon dont je parle, sachez que soyez sûr que mon boulot est bien fait. Comme ça, tout le monde puisse l'entendre et voilà, c'est une bonne phrase là. Et Nenama, bye, ça ne pas bien. Comme je l'ai dit, c'est mon ne pas porte-bonheur qui m'a permis de finir en beauté. C'est africain, c'est classe, et je l'ai gardé, et je le garderai, je pense, très longtemps. C'est mon Chumukai en gros. Alors, il y a quelqu'un qui a dit il y a Yassa France, Citizen Sénégal ou un truc comme ça. Ah, je crois que c'est Mambou. Bukunta, ouais, je crois, ouais, c'est vrai. Alors, t'es une bonne cuisinière. Bah écoute, c'est à eux en tout cas de dire si je suis une bonne cuisinière, mais en tout cas j'aime bien préparer à manger et surtout préparer à manger pour mes amis. Voilà. Donc, ok. Salut Bukunta. Ouais, c'est ça du Sénégal. C'est cool, c'est bien. Ici, bon, j'ai profité pour présenter Mayel Cooking. Mayel Cooking qui est la personne que je t'ai présentée tout à l'heure avant qu'on démarre. Donc, Mayel Cooking. Récemment, on a fait une vidéo, on en a rigolé. Mais voilà, en tout cas, il y a une bonne cuisinière qui est ici, voilà, elle a un Instagram. J'en dirai pas plus. Elle est là, elle est en train d'écrire, mais voilà. Ceux qui ne connaissent pas encore Mayel Cooking, allez visiter. Et si ça vous intéresse, on peut vous inviter au restaurant Mayel Cooking pour une dégustation. Moi, je suis partante en moi. Ça va pas tarder. Comme on n'est pas loin, je pense que ça pourra se faire. Excellent. Alors, maintenant qu'il y a le plus de monde possible, ok, je vais l'union de Khar, c'est là qu'il faut le. Donc, tu sais, l'illustration des Kakodjak. Donc, j'ai préparé en tout cas pendant cette journée. Moi, comment je vois en tout cas métis noir. Parce que le nom, il m'a déjà ta personne est inspirante, ton parcours inspirant, mais aussi ça m'a inspiré en tout cas à faire cette illustration.
Et j'espère que ça va te booster, ça va te donner. Alors, voilà. Comment je vois. Ah, avec le... J'adore. Voilà. Ah, mais tout est parfait. C'est parfait. Tout est très bien. Pourquoi j'ai illustré... Bon, là, c'est en mode miroir. Bon, je montre un peu aux gens de Facebook qui sont avec nous. Donc, cette illustration. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que les élèves ont été méchants avec toi peut-être au primaire, mais je me remarquais, c'est que tu ne te retournais pas pour l'identité parce qu'au primaire, vraiment, l'identité est noire. Mais il y a une chose qui était sûre, c'est que nous avons beaucoup de gens qui la khas, di la togn, nga concentré wu di dem ci kanam di len raw. Et ça c'est une force peut-être que bon màggee nga koy constater, mais quand beaucoup de gens parlent derrière toi et que tu ne te retournes pas pour les répondre, bah là tu te concentres sur autre chose. C'est ton avancement. Et il y a aussi une citation qui m'avait touché, qui disait si on te jette des pierres, tu as deux options. Soit tu prends une pierre, tu prends les pierres et tu leur renvoies, soit tu récupères ces pierres pour faire un pont et passer au-dessus et partir. Ouais. Et je pense que c'est ce que tu as fait. Et Métis Noir, bon là il y a plein de bouquins écrits Métis Noir. Pour moi, tu écris très bien, même si tu as fait la série S. Moi, la vision que j'ai de toi, c'est qu'un jour, tu vas écrire le livre de Métis Noir. Et d'ailleurs, quand je viendrai, tu vas me faire la signature de dédicace, en tout cas, dessus. Et que je pourrais garder avec fierté dans mon salon ou dans mon musée de Gumsabor. Donc, je t'enverrai cette image après. Mais voilà. Qu'est-ce qui a donné naissance à Métis Noir? Je savais que la question viendrait. Ah ouais. Métis Noir. Alors, en fait, c'est tout bête parce que les gens m'ont demandé si en fait j'étais Peul ou le Jolala, voilà. En fait, je viens de quelle ethnie en fait je faisais partie. Et du coup, comme en fait, je suis un peu de tout quand même. Je suis un peu Peul, je suis un peu Wolof, je suis aussi Bambara. Donc, j'ai pas en fait trouvé juste de faire un choix. Voilà, j'ai pas trouvé juste de faire un choix parce que moi, je voulais qu'on sache qu'en fait, je fais partie de tout ça là. Donc, tout ça, ça fait partie de mon identité en fait culturelle. Donc, quand la personne m'a demandé si j'étais Wolof ou pas, je lui ai dit je suis Métis Noir. Donc, c'est vraiment de là en fait d'où vient le nom en fait. Ah, ok. Parce que c'est du répondant quoi. Si on veut. si nos amis Alpulaar veulent te mettre dans en tout cas ce carré Alpulaar, bandera. Dans le cadre. Ah, Baba Dem. Donc tu leur dis bienvenue, mais aussi bienvenue aux autres. Je ne me ferme pas aux autres, je suis ouvert à tout le monde. Et je pense aussi Baba Dem dit que je suis africain, je suis malien, je suis sénégalais, je suis burkinabé, je suis africain. Et comme ça, l'Afrique sera ouverte à tout le monde. Plutôt que d'accepter d'être divisé par, en tout cas, les délimitations géographiques ou bien par les croyances ou les langages. Donc, merci pour ce nom. Je pense que ça va inspirer beaucoup de monde. Mais le nom est tellement, en tout cas, beaucoup dégué. Tu te dis, mais c'est qui ça? C'est ce que tu dis. C'est qui? Là, Métis Noir, on ne voit pas le métissage. Tu vois? Métis noir, français, métis asiatique, noir ou asiatique, français, ça se voit. Mais Métis Noir, ça ne se voit pas. Mais c'est dans le sang et c'est à l'intérieur pour moi. C'est dans la tête. Et ça, c'est puissant, c'est fort. En tout cas ce nom-là,
Ça va te mener loin, je suis persuadé. Non, c'est sûr, c'est sûr. Donc, ta prise de parole en public. Ok. Bon, j'ai pas mal de photos de toi. Tu vas me dire où c'est. Mais par exemple, ici. Alors, ça, c'était il y a 3 ans. On faisait une tournée, en fait, avec la FEDEF, donc qui est la Fédération des étudiants Galles de France. Et donc là, je pense qu'on était à Valenciennes. Donc, c'était à Valenciennes et moi, j'étais en train de présenter les dispositifs, en fait, d'accompagnement, d'entrepreneuriat qui existent dans les universités, donc en France. Et là, en fait, c'est vraiment des choses que je faisais parce qu'il fallait déjà que je m'exerce déjà à parler, en fait, devant une foule. Hein. Donc devant des gens, et donc en même temps j'avais des choses que je voulais partager. Donc pour moi, je me suis dit, écoute, tant qu'à faire, voilà, je vais préparer moi-même voilà, la présentation et puis le présenter moi-même. Et puis comme ça, en fait, les gens peuvent se dire que même en fait les gens bègues, en fait, qui ont peur de parler, peuvent se dire que bon, si elle l'a fait sans complexe, sans peur, je pense qu'on peut le faire nous-mêmes, quoi. Donc, en quelque sorte, c'était ça un peu le but de cet exercice-là, si on peut le dire ainsi. Ok. Donc, ce monsieur... C'est mon mentor, Babacar Ndao. En fait, Baba Dem, donc c'est bien qui est ce monsieur. Babacar, je l'ai rencontré à Nancy, donc c'est lui qui m'a poussé même à m'activer un peu dans le milieu des associations. Donc la première fois que je suis entrée dans ce milieu-là, donc c'était en sa compagnie, il était président de l'amicale des étudiants, donc à Nancy, et moi j'étais la secrétaire générale. Et c'est une personne qui croit en tout cas beaucoup en moi, je pense même qu'il croit beaucoup plus en moi que moi-même, parce que c'est une personne en fait qui me pousse toujours à faire mieux, à voir grand. Donc c'est une personne que j'aime beaucoup, c'est mon mentor, c'est mon frère, et pour moi c'était très important aussi de parler de lui, parce qu'il a fait en tout cas il a en fait participé donc à faire de moi la personne que je suis maintenant. Ok. C'est top. Alors, tu peux nous parler de ta rencontre avec ce monsieur-là que j'ai invité, le monsieur-là qui brise les barrières invisibles. Ah, écoutez, Baba Dem, c'est aussi mon mentor, parce que moi, je sais quand même choisir mes mentors. Hein, donc, Baba, c'est mon mentor. Je l'ai rencontré en 2015, je pense. Hein. Baba, si c'est pas ça, dis-le-moi, parce que je pense qu'on s'est rencontrés à Paris en 2015. En ce moment-là, je faisais pas encore partie de la FEF. Je venais d'arriver à Paris, et donc j'étais partie à un événement de la FEF, et c'est là où j'ai rencontré Baba, et depuis on s'est plus jamais quitté. Voilà. Et donc c'est quelqu'un qui me booste tout le temps, qui m'aide quand j'organise des événements. D'ailleurs, j'avais créé un concept qui s'appelle FIT, et le nom de FIT vient de Baba Dem. Lui-même, voilà, c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup dans tout ce que je fais, et qui a des ambitions même pour moi. Donc Baba, il est extraordinaire. Ok. Bon, moi j'en sais quelque chose. Et toutes les personnes en tout cas qui ne le connaissent pas, il y a son live qui est disponible dans la chaîne YouTube Kakodia, la playlist Diardia, mais si vous tapez en tout cas Baba Dem, vous pouvez voir son TEDx, et live avec Baba Dem, vous pouvez voir tout ce qu'il a dit avec quand je l'avais invité, et c'était super intéressant, comme c'est encore intéressant ce soir, et comme ça a été toujours intéressant avec mes invités. Donc franchement, on n'a pas beaucoup de followers, mais ñi gëm seen bopp souvent dañ leen di compter parmi une grosse masse. Tout à fait, c'est bien dit ça. Et en fait, pour les gens qui n'ont pas vu, donc c'est moi qui suis derrière là, en fait, sur la table.
Ah, ok, c'est toi qui. Il y a Segunon. Exactement, c'est moi. Ouais. Ok, ouais, c'est vrai qu'on est focus sur Babadem. Ouais. Mais. Ok, excellent. Alors, il y a cette photo que je voulais. Une one. Santé. Wow, j'adore Santé. Dama ko bëgg nag de te mën ko. Si vous ne croyez pas, allez voir son Instagram. Et vous verrez la Santé. J'ai même vu des boucles d'oreilles yolélé. Oui, je pense. Sur ta non, mais ça, Bini, je pense qu'on l'avait pris à Mboro. Mboro, mais voilà, quoi. J'adorais porter des robes et tout, donc j'étais toujours sapée, comme on dit. Donc j'étais toujours bien sapée avec des robes et tout ça, des me bonne sur la tête et tout. Ma tête dans celle-là, franchement. Ok. Et il me semble que tu voulais en tout cas arriver à 100 jours. Ah, alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours voulu faire. C'était quoi? Qu'est-ce que tu voulais? Non, mais en fait... Non, mais en fait, quand on est jeune, en fait, nous avons beaucoup de rêves. Donc, maintenant, c'était un Miss et tout ça qui faisait des défilés de mode et tout. Et donc, des fois, je partais mettre les robes là que ma mère m'avait fait. Et je faisais des va-et-vient, en fait, dans la maison parce que voilà, je voyais ça souvent. Et donc, je me suis dit, tiens, ce serait bien en fait, qu'un jour que je le fasse, que j'essaie. Mais j'ai en fait toujours eu peur. De me lancer, même quand c'était des choses que j'organisais moi-même, j'ai jamais voulu participer à ces défilés. Okay. Et donc en fait, la photo que tu as montrée, c'était mon premier en fait défilé. Et franchement, je l'ai fait par force parce que c'est en fait une de mes potes qui m'a dit que la fille qui devait mettre ce vêtement-là en fait n'est pas là. Donc c'est ça, à toi de défiler. Et c'est là où j'ai fait un show extraordinaire. Je pense que les gens qui étaient, je pense qu'il y avait aussi, il y avait les amis et il y avait la présence de bonne fille, je ne me trompe pas, qui était là-bas. Et comme c'était la première fois que je défilais, donc j'ai fait un show mais énorme là-bas. J'ai même eu peur, je me suis dit, ah mais c'est toi qui as fait ça, et c'est tout. Mais voilà. Donc les défilés que tu faisais à la maison en tout cas quand tu étais enfant t'ont servi la première fois qu'on t'a pris au dépourvu pour. Ouais, franchement ouais. Ah. Ça m'a fait et du coup en fait par la suite je pense que j'en ai fait trois autres défilés donc à Paris. Donc, c'est quelque chose que j'ai mis 3 ou 4, je ne sais plus. Mes amis qui sont dans la live, je pense qu'elles savent qui j'en ai fait 3 ou 4, donc dites-le. Je me rappelle plus, voilà. Et pourquoi tu n'as pas continué ta carrière là, de mannequin? Ma carrière, écoute, je pense que c'est pas des choses que je fais comme travail en fait. C'était juste que je rêvais de faire ça donc un jour, donc j'ai juste réalisé mon rêve quoi. En fait, c'est tout. Je l'ai fait, ça m'a plu de le faire parce que, comme je te disais, tu vois, au début, j'étais vraiment en fait renfermée sur moi-même. Donc là, ça montre que j'ai quand même surpassé certaines barrières. Faire ça. Ah, très bien. Merci, Lamindia. Il y a une sister sur Facebook qui dit Aïcha Ndao, Jigen Woman Go, j'adore ta folie, Mashallah, Akbar Terafet Hall. Elle, c'est en fait ma soeur, donc dès qui en fait saute. Okay. Elle, c'est ma soeur de cœur, donc. Aïcha, alors, donc, c'est cool. Cette photo, ça te rappelle quoi? Le fit. Donc, c'est le fit, c'était donc le concept dont je parlais là tout à l'heure, donc que je travaillais avec Baba, donc c'est Baba Dem qui même a sorti en fait le nom Fit et c'était une journée pas comme les autres parce que j'ai dû en fait présenter la journée, toute la journée, donc c'était la première fois que je faisais ça, que j'avais le micro parce qu'en fait de base ça devait être présenté par une journaliste mais bon finalement ça ne s'est pas fait. Et comme en fait on arrivait en fait voilà directement au jour J.
et que il y avait personne qui en fait maîtrisait mieux le concept que moi-même, parce que c'est en fait mon concept, c'est moi qui l'ai mis en place pour permettre à des jeunes et à des plus expérimentés, voilà, de se rencontrer, de faire un partage d'expérience. Donc j'ai dû présenter cette journée-là même, dont le thème c'était femmes africaines sources d'inspiration. Et moi, en fait, comme toujours, donc je suis venue, j'ai pris le micro en disant bonjour, je suis Aïssatou, je suis bègue et je suis une femme. Et comme le thème en fait de la journée c'était femmes africaines sources d'inspiration, donc le fait d'être bègue et de présenter cette cérémonie, c'est aussi une manière d'inspirer les autres, et voilà, tout c'est parti et c'est devenu de la folie. C'est devenu de la folie. Mais ça s'était bien passé. C'était compliqué parce que je bégayais quand même, quoi. Mais les invités ils étaient vraiment en fait ravis de voir que j'ai pu en fait surpasser, voilà, tout ça pour faire ça. Donc elles étaient très contentes de la journée. C'était un succès. Donc, voilà. Ok. Bah, ça me rappelle Léonie, une de mes invitées aussi. Je pense que c'est la first lady de Jar Jar Kakojar. Elle disait toujours qu'il faut être audacieux. C'est-à-dire que quand il s'agit de prendre des micros, quand il s'agit de lever la main, il faut toujours être là pour lever la main. Et parler surtout aux femmes. Parce que, voilà, comme je l'ai fait récemment avec les gauchers, ils peuvent se sentir dans un monde de droitier, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne doivent pas avoir de l'audace. Vous aussi, les femmes, vous êtes dans un monde où, entre guillemets, c'est dominé par les hommes, mais ce n'est pas une raison pour ne pas gagner audace. Et toutes les femmes qui sont là, en tout cas, au nom de Métis Noirs, nous vous encourageons à prendre les micros, même si vous tremblez. Même si votre voix tremble, osez prendre la parole et osez vous exprimer, parce que si vous ne vous exprimez pas, c'est pas ce que vous avez dans la tête. Et les gens ne sont pas des devins pour lire dans les pensées. Exactement. Donc, c'est en tout cas super. Là, je cherche encore des mots à sortir. C'est pas fini, les photos. Bon, on va revenir dans les ambitions en tout cas. Alors, avant d'aller dans les ambitions, aujourd'hui, comment tu as fait pour entrer dans le monde professionnel? J'ai cru comprendre que, en tout cas, tu travailles dans une entreprise. Après tes examens, tu as dû chercher du travail, sûrement. Tu as dû passer des entretiens. Comment ça s'est passé pour que tu intègres le monde professionnel? Donc, alors en fait, comme j'avais expliqué précédemment, je suis venue à Paris pour faire un deuxième master. Donc, forcément, pour valider un master, il faut un stage de 6 mois. Donc, je cherche plutôt ça. Je suis plutôt en train de chercher un stage de 6 mois. J'ai pas fait beaucoup d'entretiens, je pense que j'en ai fait 2. Et puis moi, en fait, comme je me présentais en fait tout le temps en disant que voilà, j'étais bègue et tout, donc mes entretiens se passaient bien. Par contre, j'avais eu la chance que la fac où en fait j'étais proposait un programme de marrainage, donc avec une boîte qui s'appelait Mini, donc c'est là où je boite actuellement. Et donc j'ai participé en fait à ce programme-là parce que moi je voulais tout faire, donc j'ai dit mais ça c'est cool, donc je vais le faire et tout, donc je suis partie participer à ce programme-là, et donc il fallait qu'on passe des jours en fait dans la boîte en fait pour voir la manière dont les gens travaillent, pour nous préparer. Pour en fait préparer notre rentrée dans le milieu professionnel. Donc du coup, je suis en fait partie là-bas, passé une journée, et quand je suis arrivée, les gens m'ont demandé dans quel cas je fais. Je leur ai dit que j'étais en master
est-ce que tu aimerais bien en fait travailler ici? Je dis oui, pourquoi pas. Après, on m'a dit, écoute, si tu as un CV, tu nous l'envoies. Donc, j'envoie mon CV. Après, je viens passer l'entretien. Donc, je suis pris pour faire un stage de 6 mois. Et donc, c'est à la suite de ce stage-là que j'ai été en fait embauchée dans la boîte. Et je travaille jusqu'à présent. Donc, ma recherche d'emploi n'a pas été compliquée en fait. Ok, tu as... En tout cas, c'est par concours de circonstances. Et pour moi, comme ce bopp, en fait, tu avances et tu suis comme notre meet-up et Yohanam Rek. Et les choses se font facilement et à ta faveur. Tout à fait. Tes collègues, as-tu vécu comme nous quand on arrive en France, avec les étudiants, on peut vivre de la discrimination, mais aussi dans le cadre professionnel, on peut en vivre, c'est-à-dire l'évolution à l'intérieur. Est-ce que tu as pu évoluer avec tout ce temps ou bien tu es resté la petite stagiaire qui a finalement signé un CDI et qui est restée avec toi? Pas du tout. Parce qu'en fait, comme je t'ai dit, je suis dans mon équipe en fait. Donc, je veux tout faire, tout voir. Donc, quand en fait, je suis rentrée dans ma boîte, en fait, j'étais rentrée pour travailler dans la partie métier. Voilà, donc je devais travailler dans la partie en fait métier, pas dans la partie en fait développeur quoi. Comme je travaille dans l'informatique. Okay. Mais comme souvent en fait, j'avais du temps libre, donc je suis partie voir mon chef de projet et je lui dis écoute, de temps en temps moi j'ai du temps libre, donc j'aimerais bien en fait partir un peu voir les devs quoi. Donc s'ils veulent que je les aide certains points, voilà, comme ça je pourrais le faire quoi. Après mon chef m'a dit oui, ok, donc je suis partie en développeur quand j'avais du temps libre et donc quand il y avait livraison donc à faire, donc je repartais chez les métiers, donc je faisais des va-et-vient comme ça tout le temps. En fait les développeurs en fait partaient de plus en plus, donc je prenais leur partie quoi, je prenais leur responsabilité. Et donc, j'ai fait ça. Donc, je pense qu'il y a 3 personnes qui sont passées par la zone tech lead, donc un peu la responsable des devs, parce que c'était une femme. Et donc, en fait, j'ai pris en fait la responsabilité de ces 3 personnes-là. Donc, en même temps, j'étais là juste pour 6 mois, mais en quelques temps, je suis devenue en fait responsable des développeurs. Donc, mon chef de projet m'a dit, écoute, je pense que tu as trop de responsabilités chez les devs, donc toi, tu vas rester en fait 100% dev, donc tu quittes les métiers. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai pu en fait changer de mission en fait dans un même projet. Et donc, je pense que c'est même ça qui m'a permis d'avoir un CDI en fait dans la suite. Wow. Je ne sais pas si j'en ai problème là. Moi, je bouge beaucoup, je suis un peu partout, donc. Wow. Stop. I'm fit. Très fort. Stop. Fit. Job. Tout à fait. Moi, je pense que tu as osé et tu as accepté de ne... En fait, tu n'as pas accepté d'être médiocre. C'est-à-dire, ton temps libre, tu n'es pas resté au bureau en tout cas, à ronger les ongles ou bien à faire du n'importe quoi. Ton temps libre, tu l'as proposé pour aider d'autres. Et en aidant les autres, en fait, tu as pu obtenir ton boulot et très vite gravir les échelons. Et chapeau. Et je pense que c'est une bonne chose. Toutes les sœurs, en tout cas, qui cherchent du boulot et qui réussissent à rentrer dans une boîte, ne cherchez pas forcément une promotion, mais cherchez à promouvoir ce que vous savez faire en plus. Parce qu'il faut ce petit plus. Si tu fais juste ce qu'on te demande, tout le monde peut le faire, c'est monsieur tout le monde ou madame tout le monde. Par contre, quand tu es force de proposition, là quand même, les gens se disent ouais, ça c'est une bonne recrue, pourquoi pas la laisser partir? Pourquoi la laisser partir alors qu'elle... Alors,
Maïté qui dit, et les gens de Facebook aussi, on répond aux questions, mais vous pouvez nous poser des questions sur Facebook, ceux qui sont connectés. Alors, Maïté qui dit, est-ce que ça t'est arrivé de vouloir te débarrasser de ton bégaiement par une thérapie, par exemple? Oui, tout à fait. Parce que ça, je pense qu'en fait, les gens bègues n'ont pas forcément très envie d'être bègues. Hein. C'est pour ça que dans ma présentation, j'ai dit qu'à un moment, j'ai dû en fait l'accepter. Tout simplement, je l'ai accepté. Mais oui, en fait, effectivement, quand je suis venue en France, c'est d'ailleurs là que j'ai su qu'on avait des métiers qui s'appellent, qu'il y avait des gens qu'on appelait des orthophonistes, donc qui en fait aident les gens qui sont bègues ou bien des gens qui ont des problèmes pour parler, etc., des choses comme ça. Donc, à Nancy, j'ai été suivie par des orthophonistes pendant 3 ans, il me semble, donc de 2012 à 2015 un peu. Et bon, après, malheureusement, depuis que je suis venue à Paris, je n'ai pas encore eu le temps de chercher même voilà, une personne en fait pour me suivre, donc comme à Nancy. Mais par contre, ma boîte, des fois, me fait des formations de 3 jours, 4 jours, avec des personnes qui nous appellent des surmonter le bégaiement ou en tout cas pour moins bégayer. Donc oui, j'ai tenté des choses, tout à fait. Ok. Bon, on va faire une parenthèse sur ça. Est-ce que c'est héréditaire ou bien ça vient d'un coup comme ça? Parce que certains disent que c'est un trouble, d'autres qui disent que ça peut être lié par quelqu'un de la famille. Tu connais à peu près l'origine de ton bégaiement? Alors, en fait, j'en suis pas sûre. Donc, je ne sais pas si ça se transmet de parents vers les enfants, mais ce dont je me rappelle, et encore une fois, je ne suis pas sûre que ce soit vrai, c'est que je tentais de parler comme mon père, en fait. Parce que mon père était bègue, bon là, en fait, beaucoup moins. Mais mon père était bègue et je crois que j'ai voulu, en fait, parler comme lui et bon, voilà. Et je l'ai chopé. Okay. Je pense, hein, mais voilà, c'est vraiment ça que je pense au fond de moi, mais après, je ne suis pas vraiment sûre. Je ne me rappelle pas vraiment. Ok. Bon, après, ton père, si ce qu'on a pu comprendre, c'est que ton père était très proche de toi. Oui. Peut-être que ça a dû influencer peut-être ton enfance. Comme tu dis, oui. On ne sait pas. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que ça t'empêche pas d'avancer, ça t'empêche pas d'être une personne comme toutes les autres. Et au contraire, ça te donne de la force. Et à quel moment, en fait, que tu as été privilégié par rapport aux autres? Est-ce qu'il y a eu des moments où on s'est dit, on te choisit parce que tu parles de cette façon, ou même dans les relations amoureuses, est-ce qu'une personne t'a trouvé séduisante de ta façon de parler ou bien une personne t'a dit, moi je te prends parce que j'aime bien comment tu parles ou j'aime bien ta façon de surmonter en fait ça. En fait, un truc, une situation favorable par rapport à... Est-ce qu'on m'a choisi pour ça? Je ne sais pas, tu m'as choisi aujourd'hui en tant qu'invité parce que voilà, je parle comme ça et j'ai la force de surmonter. Donc voilà un exemple déjà. C'est vrai. Mais oui. Vas-y, pardon. Non, je disais c'est vrai, oui. Voilà déjà. Et du coup, mais écoute, c'est bizarre parce que il y a des gens en fait qui me disent que j'ai une belle voix, qu'en tout cas ma manière de parler leur plaît, donc je ne sais pas si ça joue ou pas. Hein. On ne me l'a pas encore forcément dit en me disant que tu me plais parce que tu parles comme ça, mais des fois les gens me font cette remarque-là et dès que je commence à rouler des airs et tout, en faire trop. Ok, formidable, c'est cool. Comme quoi, on peut toujours retourner n'importe quelle situation dans ce monde pour le rendre favorable à nous. Parce que juste à l'intérieur, on a fait un bon choix. C'est-à-dire de se concentrer sur le positif
et le négatif, on le laisse de côté. Donc, les amis qui sont connectés, si vous avez des questions, posez-nous. On va tenter d'y répondre, mais elle est très fatiguée ce soir, donc on ne va pas la retenir plus longtemps. Moi, j'ai une anecdote à raconter qui est peut-être drôle, mais qui est motivante. La femme montre sama benn waay il bégayait aussi et il est arrivé dans, tu sais, les ventes de promotion là au Sénégal, les gens qui toquent partout pour vendre des produits. Et lui, dès qu'il est arrivé, il bégayait et quand il est arrivé, il a commencé à exploser les ventes. Et les gens lui ont dit, mais toi tu bégayes et tu réussis à vendre plus que nous. Comment tu fais? Il leur a dit, mais c'est simple. Moi, je toque chez les gens et je vends. Bon, un gars qui est curieux est allé voir. Bon, il a accompagné ce jour-là, il s'est mis de côté. Bon, le gars, il toque. Le gars, il ouvre. Il lui dit, bonjour, salam alaikum, on vend ça. Et il prend tout son temps. Mais même, il forçait. Quand il pouvait parler normal, il fouillait pour bégayer encore plus. Et le gars, tu sais, dès que tu es en face d'une personne, bon, au Sénégal, peut-être en France, on va te claquer la porte parce que, voilà, la culture ou bien... Mais au Sénégal, on a tendance à plutôt accueillir la personne parce qu'elle parle de façon... C'est vrai. Tu vois? Et quand le gars disait, non, mais monsieur, c'est bon, je ne veux pas de ton produit, il dit, non, excusez-moi, vous n'avez pas compris, je vais reprendre. Et finalement, le gars dit, ouais, jaay ma benn, comme ça, ñu am jàmm nga dem ma dem quoi, tu vois. Mais ça, c'est un très bon plan, hein? C'est un bon commercial et il a utilisé ça comme une force et ça a servi. C'est génial. Bon, aussi, c'est important d'en parler parce que on parle de motivation personnelle, mais aussi on va dire que nous tous qu'on est corps, âme et esprit et que l'esprit c'est ce qui nous donne en fait la force de surmonter en fait ces épreuves. Et dans la spiritualité, bon, je vais faire une parenthèse. Celui qu'on appelle l'évêque de Thiès actuel, il s'appelle André Gueye. Lui, il bégaye aussi. Par contre, un jour, ma femme lui a demandé, mais quand tu parles aux gens comme ça, tu bégayes? Par contre, quand tu fais les messes, tu ne bégayes pas. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, en fait, quand je fais les messes, c'est pas moi qui parle. Je laisse Dieu parler en moi. Et en fait, musulmans, chrétiens, juifs, nous tous, nous connaissons Moïse. Moïse qui est une personne vraiment importante dans toutes les religions monothéistes. Hein. Tu sais que Moïse, il bégaye ou pas? Non, je ne savais pas. Ah, bon, selon la Bible, bon, je ne sais pas, mais le Coran aussi le dit, Moïse bégaye. Et quand Dieu l'a appelé, il n'a pas accepté, il n'a pas voulu y aller parce qu'il avait honte ou en tout cas il se disait que j'avais un problème par rapport aux autres. Oui, ça je savais, oui. Tu vois? Et il a demandé une aide. Mais sa réponse était, Dieu lui a dit, bon, en quelques mots, qui donne une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, Dieu? Et maintenant va, je suis avec ta bouche et je te ferai savoir ce que tu devras dire. Donc pour moi, musulmans, chrétiens, juifs, c'est Dieu qui parle. Et quand il parle, l'information est perçue. Que tu le dises d'une façon ou d'une autre, ce sera perçu. Et si tu te laisses, en tout cas, porter dans ta mission, parce qu'il t'a confié une mission comme il a confié une mission à d'autres, à chaque fois que tu auras des doutes, dis-toi que c'est lui qui crée quelqu'un qui parle comme moi, quelqu'un qui parle comme toi, quelqu'un qui parle comme une autre personne. S'il a fait que tu parles comme ça, c'est pour une bonne raison. Et cette raison-là, tu l'as trouvée aujourd'hui. Et je sais que tu n'es pas une personne à motiver parce qu'on ne motive pas une personne déjà déterminée.
Mais une chose est sûre, c'est que la spiritualité aussi, c'est un aspect très important. Ce qui va te permettre, quand tu vas tomber très bas, de te relever. Parce que des nouvelles rencontres, il y en aura. De nouvelles personnes qui vont découvrir ta façon de parler, il y en aura. Donc, c'est sûr que tu vas rencontrer d'autres choses. Mais voilà, sache qu'aujourd'hui, que Moïse, notre Moïse international, nous a donné la tabaski qui va bientôt arriver. Le mouton. Alors, ce Moïse-là, il bégayait. Non, Abraham, pardon. Moïse qui a sorti le peuple, en tout cas d'Israël, qui est le père des 10 commandements et tout ça. Il a bégayé, mais il a fait énormément de choses que quelqu'un ne peut pas faire. Aujourd'hui, je suis un métis noir, Teflor, Amantani, comme nous le elle a déjà commencé à laisser une trace, mais une trace indélébile, Amantani. Puis avec des décennies, des siècles et des siècles, on s'en souviendra. Amin. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc, j'ai pas vu d'autres questions, je sais pas, mais si tu as aujourd'hui un mot à dire à toutes les personnes qui bégayent, qu'est-ce que tu leur diras? En fait, je vais leur dire, nous comme c'est en fait. Moi, je pense que comme je l'ai dit un peu plus tôt, je pense que quand on est bête ou en fait quand nous avons des types d'handicap comme ça, en fait, il faut qu'on les accepte en fait déjà. Je pense que c'est vraiment la première chose qu'on doit faire, qu'on accepte qu'en fait c'est comme ça, qu'on est comme ça, que ça fait partie de notre vie et surtout en fait d'oser. Parce que je pense que c'est vraiment, en fait, ça le problème. Les gens, en général, ils veulent faire plein de choses, mais ils n'osent pas. Donc, les personnes qui sont bègues, je sais que comme moi, vous êtes des personnes qui avaient plein de choses à dire et que vous allez faire plein de choses. Donc, faites-le et dites-le. Et comme j'aime le dire, si les gens ne veulent pas vous écouter, c'est eux qui perdent parce qu'ils ne sauront pas les choses super importantes que vous aurez à dire. Donc, c'est eux qui perdent. Donc, je vous demande d'oser, tout simplement. D'accord. Je rappelle que tu as un blog qui s'appelle Black Ego. Yes. Tu peux nous en parler rapidement? Alors, Black Ego, c'est une plateforme de valorisation de la culture et de l'histoire de l'Afrique. Donc, je l'ai créée il y a 3 ans, donc pour un peu rappeler aux jeunes, donc comme nous, l'histoire de l'Afrique, parce qu'il ne faudrait pas qu'on croie qu'en fait l'Afrique c'est que en fait l'esclavage et tout ça quoi. Donc je voulais leur faire comprendre qu'il y avait en fait beaucoup plus de choses que ça, que notre histoire c'était en fait bien avant en fait toutes ces choses terribles que le continent a vécu et qu'en même temps que ça leur serve de leçon de base pour une meilleure vie, parce que j'estime qu'il est en fait important qu'on sache notre passé pour mieux vivre notre présent et mieux préparer notre futur. Tout simplement. Donc, je vous invite à aller liker Black Ego. Je fais aussi des vidéos où je prends des thèmes et donc je parle du thème là dans les vidéos. Vous les trouverez sur ma chaîne Facebook, sur ma page Facebook Black Ego ou sur la chaîne YouTube. Voilà. Donc, chaîne YouTube Black Ego, Facebook Black Ego. On peut te retrouver là-bas, tes vidéos. Ok. Il y a Maïté qui dit l'engagement pour les talibés. Oui, alors Maïté elle parle parce qu'elle sait que j'étais en fait, j'avais travaillé avec même l'association des petites gouttes, donc qui vient en aide aux talibés, aux personnes handicapées et aux albinos, donc qui vivent quand même des situations un peu compliquées en Afrique. Donc j'ai travaillé avec les petites gouttes. D'ailleurs jusqu'à présent je le fais toujours. Donc je pense que certaines personnes qui vont un peu sur des réseaux sociaux verront que souvent je partage des choses sur les talibés et sur les albinos, parce que j'estime que moi personnellement j'ai eu en fait la chance de vivre avec mes parents, donc j'ai eu la chance d'aller à l'école, etc. Donc j'ai eu vraiment en fait beaucoup de chance qui m'ont permis d'être là où je suis maintenant. Donc je pense qu'il faudrait en fait qu'on puisse donner
cette même chance aux enfants en fait de talibés, voilà, que ce soit des enfants qui sont en situation d'handicap. Et il faut surtout qu'on protège les albinos parce que on sait que dans certains pays pour eux c'est vraiment compliqué. Donc voilà, donc c'est pour ça que je m'active dans tout ça en fait. Ok, là il nous reste 1 minute 17 secondes. Donc c'est juste le temps de... Il y a tellement de choses à dire, mais bon, je vais te libérer parce qu'il faut que tu te reposes. Et si on reprend notre live, bon, ce sera juste pour dire au revoir. Donc on va pas tenir rapidement, ça va se couper. Mais on remercie toutes les personnes qui ont été là. Merci tout le monde. Babadem, Maïté, JC Non Limite, Pesca, Kolmi Chacha, Ambroise. Merci déjà. Pichon Auto, merci tout le monde. Karine, Taïmouner Ngo, Louise, Madame Cardon, Benj Faye, Khadija, Papal, Boromia Sabonerbi. Qu'on va dire aussi merci aux gens qui nous suivent sur Facebook. Merci à toutes les personnes. Merci à tout le monde. Et surtout, en fait, merci à toi de m'avoir permis de partager aujourd'hui mon parcours. Merci à toi, c'était super. Au revoir Instagram. Salut tout le monde. Au revoir.